Ce qui me touche, c'est la reconnaissance des gens d'ici. Parce que je ne serai jamais d'ici. Je serai toujours le petit Gersois. Donc Hugues Laborde, originaire du Gers, ça c'est super important. Je pense que ça fait partie d'un de mes piliers, parce que ça explique beaucoup de choses. Donc je suis vigneron ici dans l'Entre-deux-Mers, je me suis installé il y a 8 ans. Après un parcours plutôt classique, j'ai fait une école d'ingé agro à Toulouse, à Purpan. Et je suis parti faire un petit tour aux États-Unis. En rentrant, j'ai atterri, pour nous, Bordeaux, pour nous Gersois, Bordeaux c'était l'Eldorado. La conquête de l'Ouest. Il fallait aller à Bordeaux pour trouver du travail, pour être épanoui en viticulture. Et donc j'ai atterri dans le Médoc, dans un grand cru classé, qui m'a appris beaucoup de choses. Et après, je suis passé par les mains quand même de Pierre Seillant, qui est un autre Gersois, qui lui s'est épanoui rive droite et aux États-Unis et en Italie. Donc Pierre qui m'a transmis beaucoup de choses. Et rapidement, très rapidement, j'avais 24 ans, je voulais avoir mon projet à moi, plus de liberté et surtout un gros challenge à relever. Ça j'aime bien. Plus c'est compliqué, plus j'aime bien. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Derouet qui avait plusieurs vignobles autour de Bordeaux, avec une dynamique plutôt classique. Donc on faisait des Bordeaux, assemblage. Il n'y avait pas de vision parcellaire, il n'y avait pas de monocépage, il n'y avait pas forcément, l'envie de montrer la typicité de certains terroirs de l'Entre-deux-Mers ou d'autres appellations. Il faisait comme on a toujours fait, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'était le problème un peu, et ça l'est toujours. C'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent le relais. Les quelques courageux qui prennent le relais, parce qu'il faut être courageux aujourd'hui pour prendre des vignes à Bordeaux. Les quelques courageux qui prennent le relais veulent montrer déjà leur signature, leur patte. Alors ça, je pense que ça prend une vie, donc il faut du temps. Et par contre, on veut tous montrer la typicité d'un terroir et la typicité d'un lieu. Donc moi, le projet, c'était ça. C'était que Jean-Pierre m'a donné carte blanche jusqu'à devenir associé, reprendre des vignes avec lui. Carte blanche pour redynamiser et pour avoir notre propre identité et surtout pour l'assumer aujourd'hui. Après 8 ans, au début on hésitait sur certaines, on ne savait pas où était notre place. Aujourd'hui notre place elle est bien définie, surtout ici dans l'Entre-deux-Mers. Voilà. Alors moi, petit, je voulais reprendre la propriété de mes arrière-grands-parents et malheureusement j'ai pas pu trouver, je crois que j'aurais jamais quitté le Gers. Et puis au final j'ai découvert le monde de la viticulture étant adolescent parce que on a une propriété familiale, donc c'est ma cousine qui s'en occupe dans le Gers en Côte de Gascogne. Vraiment le modèle polyculture, donc céréales, vignes. La passion elle est venue quand tu commences à boire du vin. Donc mes 18 ans là. Tu bois du vin, toi? Oui, un petit peu. Trop d'ailleurs. Pour le docteur, beaucoup trop de chance. Trop de vin et trop de produits carnés. Voilà. Le stéréotype de l'espèce en voie de disparition au XXIe siècle. Mais du coup, donc moi, pour revenir à ta question, c'est que j'ai découvert le monde du vin d'abord par l'aspect agricole, simple. La viticulture dans le Gers, c'est simple. C'est très simple et c'est bien moins précis que ce que ça peut être ici à Bordeaux. Donc au début, j'ai considéré la viticulture comme une production végétale. Et puis petit à petit, je me suis intéressé et passionné pour le produit. Et après, tu t'ouvres, tu voyages, tu rencontres des gens. Donc moi, la finalité ici, là, c'était de travailler la terre. Ça, c'était super important. Vraiment. Tu étais paysan avant d'être vigneron. Oui. Oui, je pense que j'aime la vigne, mais j'aime les bêtes aussi. Bon, on a des vaches, on a des bœufs sur la propriété. Si je pouvais en avoir 3 fois plus, ça c'est mon défaut, c'est l'échelle. Mais ouais, j'aime travailler la terre, quoi.
J'aime ça, j'aime être dehors, et puis surtout après, mon objectif c'était d'être maître, on en parlait tout à l'heure, mais d'être maître de tout le process. Et d'être capable de produire quelque chose et après de tout mettre en place et de réfléchir à comment le valoriser. Et c'est là où je trouve qu'il y a énormément de choses à faire à Bordeaux, parce qu'il y a des très très bons vins, mais par contre on s'est vraiment chié sur comment on fait pour en parler et comment on fait pour le vendre, parce que la finalité c'est il faut bien vendre les bouteilles. Mais moi ce qui m'a le plus marqué quand même c'est le binôme. Le binôme qu'on a rapidement formé avec Jean-Pierre Dorouet, qui lui aussi se définit comme un paysan parce que petit-fils de paysan mayennais qui est parti de rien, qui a monté aujourd'hui un groupe et qui rencontre un gosse quand on s'est rencontrés, j'avais 23 ans et qui m'a donné la possibilité à 24 ans de prendre les rênes totales, d'abord sur la technique et puis très rapidement sur comment on mène le bateau et où est-ce qu'on l'amène. Donc ce qui m'a marqué le plus, moi c'est ça. Je pense que dans une vie, des rencontres comme Jean-Pierre, je suis à peu près persuadé que la finalité sera positive. Mais c'est surtout que ça sera marquant, parce que si je n'avais pas rencontré Jean-Pierre, moi je serais salarié, je serais directeur technique d'une propriété. Ce qui est bien, hein. Mais personnellement, et sans orgueil ni prétention, moi j'avais envie d'autre chose, quoi. Et voilà. La vie, c'est avant tout des rencontres, comme disait l'autre. Ouais. Ouais, là c'est une rencontre marquante. Je pense que mon talon d'Achille, ça a toujours été ma culture vin. C'est-à-dire que j'ai plein de copains. Qui sont rentrés dans le monde du vin par la dégustation et parce qu'ils gardaient en tête tout ce qu'ils dégustaient. Et moi, je pense parce que le produit, au final, bien sûr que ça me passionne et ça m'a passionné. Mais dans un premier temps, j'ai pas eu des rencontres humaines avec des vignerons qui m'ont vraiment marqué ou qui définissent aujourd'hui le style qu'on essaie de mettre en place. C'est plutôt, c'est pas humain, mais c'est plutôt des régions viticoles et des propriétés, des terroirs et surtout des styles de vin, qui en ressortent, quoi. Je pense que la pâte aujourd'hui, bien évidemment, elle est humaine. On parlait de Rayas tout à l'heure. Bon, bien évidemment qu'il y a une pâte, il y a une grosse pâte même du vigneron. Il y a des vignerons emblématiques qui marquent un peu. Mais ce qui me marque le plus, moi, c'est pas forcément les personnages, mais c'est plutôt les lieux. C'est toujours ce rapport à la terre, quoi. C'est ce qui me marque, c'est plus des régions viticoles. C'est des reliefs. C'est quand on va dans le Val-de-Loire, moi j'ai été, je parle même pas d'appellation prestigieuse, mais ce qui m'a marqué par exemple, ce qui me marque encore, c'est de me promener en Touraine, quoi. Je trouve que là c'est pareil, c'est le parallèle qu'on peut faire nous avec l'entre-deux-mers, c'est que il niche à l'intérieur plein de pépites, plein de singularités, bon, des mecs qui font des vins avec une forte identité, mais surtout avec des terroirs assez uniques, quoi. Ça me marque. Quand on a repris pour parler des blancs, quand j'ai dit il faut qu'on gagne en identité dans les blancs, c'est ok, c'est quoi l'identité aujourd'hui à l'entre-deux-mers? Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques propriétés qui montrent l'identité entre-deux-mers et il y a beaucoup de propriétés qui restent sur une identité homogène, un peu plate, un peu lisse. Et je trouve qu'il y a des régions viticoles qui expriment très très bien le Sauvignon, par exemple. Quand on va vers Mentou, quand on va vers Sancerre, là tu trouves vraiment des propriétés avec des mecs qui insufflent, qui posent leurs pattes. Et ces régions-là, moi, ça m'inspire. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'une appellation, tu te rends compte qu'il y a une multitude de styles et que chacun des styles garde quand même un point commun, quoi. Et dans la définition aujourd'hui, nous, de comment on veut faire les blancs, moi, je m'inspire plus du Val-de-Loire que des Grands Bordeaux. Beaucoup plus. Voilà. Oui. Ce qui me semble correspondre au vin qu'on fait.
Mais je pense qu'il y a des régions qui sont plus inspirantes, beaucoup plus inspirantes que les grandes propriétés ici à Bordeaux. Le problème pour moi qu'on a eu à Bordeaux, c'est que on a scindé Bordeaux en deux. Les grandes appellations et les grandes propriétés. Bon, qui ont fait leur chemin, qui savent faire des grands vins, qui ont des grands terroirs, rien à redire là-dessus. Et après, à côté de ça, on a voulu faire une marque forte, Bordeaux. Et pour moi, c'est là qu'on s'est perdu, parce que la marque forte Bordeaux, on a perdu la singularité de chaque propriété, la signature de certaines familles, parce qu'il y a eu une signature à un moment donné. Si on remonte dans les vieux styles de Bordeaux des années 70, il y a eu une signature. Après, il y a eu la parcerisation et on a voulu faire des vins à destination de l'export. Donc, on a voulu faire un petit peu la recette Bordeaux et avoir une identité commune. Et je pense que là, on s'est planté. Et aujourd'hui, on le paie cher. On le paie tous très cher. Et la première chose, déjà, dont on a quand même du mal encore à se l'avouer, c'est poser un mot, poser un mot sur la maladie, quoi. Mais ça, c'est le propre de l'être humain. On a quand même toujours du mal à avouer quand ça ne va pas. Et là, le terme, je pense que le terme à Bordeaux, oui, c'est violent, mais c'est l'embourgeoisement. Je pense que ça... mais l'embourgeoisement, pas de tout le monde. L'embourgeoisement du modèle. Donc ça ne vise pas une personne. C'est qu'on a cru effectivement qu'on était intouchable. Et on s'est rendu compte que des régions qui n'avaient pas oublié la notion de paysannerie, et qui n'avaient pas oublié que quand on était paysan, il y avait la notion de labeur à côté, que c'était dur, et bien ces régions-là, elles sont montées, elles ont travaillé, et puis aujourd'hui, elles sont reconnues par la profession, elles sont reconnues à l'export, elles sont reconnues par la restauration, et nous, on est laissés sur le côté parce que, parce qu'on a merdé à Bordeaux, quoi. Mais je pense qu'à Bordeaux, c'est la seule critique que je peux faire, c'est qu'il y a des paysans, mais ils ne se montrent pas assez. Alors que moi, je viens d'un pays où effectivement, c'est pas plouc d'être paysan, au contraire. Le Gers, oui, c'est un territoire rural où tout tourne autour de l'agriculture et tout tourne autour du pays et de la terre. Et donc on a une vie sociale très active dans le Gers, dans mon Gers natal. Ici, je pense que petit à petit, les choses bougent, les choses évoluent. La notion de paysan et de cet attrait au territoire, je pense que ça va avec la nouvelle génération. Dans l'entre-deux-mer, du moins, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont être capables de remettre un petit peu cette notion paysanne au centre de leur profession, parce qu'on est agriculteur, oui, mais surtout aujourd'hui on est acteur d'un territoire et on se doit de le faire vivre, et ça sera positif pour nous, parce que si on fait des vins identitaires avec une signature, et si on est capable avec cette signature de porter l'identité d'un territoire, demain où qu'on aille vendre nos vins, si l'identité elle est plutôt cool et qu'elle fait rêver un peu les gens, forcément nos vins seront mis à leur juste niveau, parce qu'il y a des très bons vins dans l'entre-deux-mer qui sont malheureusement pas mis à leur juste niveau. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment, toi ici, tu tailles, comment ta vision du végétal en lui-même? Alors, déjà, ça on a fini, je pense que nous, sur notre propriété, terminé les années où on faisait des gros rendements. Alors des fois c'est chiant, parce que pour faire tenir une propriété, il faut bien rentrer des raisins. Mais je pense qu'on s'est fait à l'idée. En fait, c'est un tout. On travaille la vigne aujourd'hui pour faire des produits qualitatifs et identitaires. Donc forcément, travail de sol, fumure organique, les vignes sont plus sous perfusion. Les vignes, elles sont faites. Le comparatif, c'est pas compliqué. Notre itinéraire technique avant, il était fait pour une Ferrari. Il fallait que tout aille bien. Et si tout allait bien, on faisait beaucoup de jus. Aujourd'hui, notre itinéraire technique, je pense qu'il est plus adapté notamment au changement climatique et aux extrêmes climatiques. Il est fait pour une Lada, quoi. Une Lada, c'est incroyable. Et du coup, on fait tout pour garder nos Lada. Donc, rapidement, la taille, alors plusieurs modèles de taille. Du guyot simple, du guyot double, des cordons. On a remis en place la taille en cordon.
moins productives mais plus qualitatives, des petites grappes, notamment sur les sauvignons en blanc. Donc on a vraiment baissé les rendements, mais par contre, on trouve que sur les tailles en cordon, on a une signature du cépage beaucoup plus présente et surtout plus d'acidité. Alors, la taille en cordon, la taille en guyot, pour faire simple, il va y avoir un bois qui va porter les bois fructifères. La taille en cordon, c'est donc 2 bras de vieux bois sur lequel on va laisser des petits côtes. Donc le côte, c'est le bois de l'année dernière, on va laisser 2 bourgeons. Et ces 2 bourgeons vont laisser apparaître 2 bois fructifères avec 2 petites grappes sur chaque bois. Mais de fait, la taille en cordon, elle produit une vendange plus étalée, moins de paquets. Donc on arrive à pousser nos maturités. Et ensuite, l'autre avantage, c'est qu'elle produit des petites grappes. Et ces petites grappes-là sont beaucoup plus acides que des grosses grappes lâches. Voilà. Tu as une incidence sur les maladies aussi? Alors, à partir du moment où tu répartis plus ta vendange, tu es moins soumis à des problèmes phyto, donc moins de mildiou qui peut attaquer la grappe. Et surtout, après, nous, ça nous permet d'avoir une aération meilleure de la zone fructifère et donc moins de bottes, moins de botrytis. Qui est un peu le... Là, c'est un peu la course, là, vous arrivez en plein. C'est la grande semaine des merlots, c'est-à-dire que là, concrètement, on a 40 hectares de merlot à rentrer avant samedi. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est mûr, ça a été vachement important chez nous. On a été très bien aiguillé par Thomas Duclos, c'est notre oenologue consultant. Bon, lui, c'est un vrai mentor pour le coup. Il est psychologue avec moi, consultant technique. Il fait beaucoup de choses, Thomas, mais par contre, il nous a apporté une notion. C'était la notion de fruit mûr, la maturité. C'est que trop mûr, c'est pas mûr. Et donc là, c'est un peu le rush des merlots parce qu'on sait très bien qu'on va perdre après le croquant et le côté frais qu'on peut retrouver sur nos calcaires et qu'on va passer sur des fruits confits et qu'après, la pourriture va s'installer. Donc, ça n'a rien à voir avec la taille, mais la date de vendange chez nous, tout est fait pour qu'on ramasse des raisins à maturité optimale. On est soumis à des aléas climatiques. Je veux dire, nous, là, cette année, c'est la sécheresse. L'année dernière, c'était le mildiou. L'année d'avant, c'est le gel. Donc déjà, ton pool, l'appellation t'autorise à faire 50 hecto-hectares. Au 15 août, on savait très bien qu'on n'allait pas faire 50 hecto-hectares. Il faisait 45 degrés, les raisins étaient en train de sécher. Par contre, ce qu'on pouvait anticiper, c'est est-ce que ma vigne est prête à faire face à 45 degrés. Et ça passe par l'itinéraire technique. Et ça, je reste persuadé que c'est notre travail de paysan de maintenir la lada en forme. Non mais c'est pour qu'elle tienne dans le temps. Parce que demain, ce ne sera pas la sécheresse, ça sera l'excès d'eau. Est-ce que ma vigne va savoir gérer? Est-ce que mon sol va savoir gérer? Est-ce que la porosité est bonne? Après, ça va être le manque de matière organique. Donc, est-ce que ma vie microbienne, comment elle va gérer ça? Enfin, donc, petit à petit, nous, on travaille de manière à revenir vers ce qu'était la vigne autrefois, une plante résiliente. Résilient, ça ne veut pas dire forcément très productif. Hein. Ça veut dire que ça tient. Ça tient. Une lada. Ça tient et une lada. Et ça fait ce qu'on lui demande à la fin, ça fait bon. Voilà. Parce que faire beaucoup bon une fois tous les 10 ans, c'est bien. Mais aujourd'hui, le consommateur final, il veut que ce soit bon tout le temps. Et ça, c'est pas nous qui allons changer le truc. Hein. Faut que même 2024, il faut que ce soit bon. Pourtant, ça a été compliqué. Nous, notre positionnement, c'est démocratiser la consommation des vins de Bordeaux et de l'entre-deux-mer. Donc on a des prix de vente, nous, notre cœur de gamme, il est situé entre 8 et 12 euros. Hein. Acheté chez un caviste. Hein. Donc là, il faut savoir compter quand même, un peu. Donc vendange manuel, on le réserve qu'à nos cuvées vraiment des parcellaires, des cuvées pépites. Bien évidemment, surtout on le voit sur les blancs, qualitativement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de différence. La vendange manuelle sur les sauvignons vendangés même pressurage grappe entière, on va les goûter tout à l'heure après, là on les embarrique. Ça nous sert à faire notre cuvée libre.
Bon, mais c'est 100 fois plus précis, c'est propre, c'est plus identitaire, c'est encore plus variétal que... Voilà. Mais après, le problème qu'on a, c'est la surface. Il faut que tout soit rentré. L'essentiel, nous, c'est de rentrer tout mûr. Si on devait vendanger tout à la main, qu'on enlève l'aspect coût, sur la surface qu'on a, tu rentres des choses pas mûres, hein, mais un peu juste, et tu finis par du pourri, quoi. Parce que j'ai pas la force de frappe d'une propriété prestigieuse. Moi, il n'y aurait pas 600 coupeurs, quoi. Quand j'ai 30 ou 40 coupeurs pour les blancs, bon, là, on fait des grosses journées, quoi. Et aujourd'hui, c'est quel profil ton public de vendangeurs? Il n'y a plus, nous à Bordeaux, on n'a plus de gens qui viennent vendanger. Ça s'est perdu, hein, le moment des vendanges. Hein. Le côté, les jeunes, les étudiants, ouais, avec les retraités, tout ça n'existe plus. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le débat. Ce qui est con, parce que c'était un beau moment de partage. C'était un moment de partage. Intergénérationnel, ouais, aussi. Et c'était un moment c'était un moment où les gens recollaient à la viticulture. Le moment des vendanges en France, historiquement, le pays était tourné sur les vendanges. Ouais. C'est comme les moissons de blé. C'est pareil. Voilà. On a voulu tout remplacer. Alors heureusement, nous, qu'on a du mécanique et tout, parce que nous, on ne pourrait pas suivre à la main. Mais on a voulu remplacer la main-d'œuvre locale par de la main-d'œuvre étrangère. Et le problème, c'est qu'au final, le moment des vendanges en France, aujourd'hui, ça émeut plus personne. Oui, tu demandes y compris nos riverains, y compris les gens qui sont venus s'installer sur le territoire. Ouais. Ouais. Tu leur demandes quand c'est simplement parce qu'il y a des panneaux sur les ronds-points qui te disent faites attention. Et qu'on les emmerde parce qu'on ne roule pas assez vite en tracteur. Mais... Et il n'y a plus l'aspect positif et festif et social qu'amenaient les vendanges. Où c'était autant de canons bu le soir que... oui, pas de coup de sécateur quand même parce que... Alors nous on a ça en équipe, chaque propriété maintient ça dans ses équipes. Bien sûr que nous les gars au chai le soir, bien sûr qu'on déguste, on ouvre des bouteilles, on voit ce qui se fait ailleurs, on échange. Nous on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes au chai, on prend toujours des gens qui viennent d'horizon, là on a 2 Argentins cette année. C'est bien quoi, t'es dans l'échange, mais on le fait plus à grande échelle comme autrefois les vendanges. On boit jusqu'à se griser, c'est cela que l'on nomme le vin de l'été. Alors ici c'est le chai historique à propriété en Méro. C'est-à-dire qu'on a agrandi après pour faire des rouges dans le chai qu'on ira voir après. Ok. Donc ça c'est réservé à faire des blancs. Alors nous les blancs, comment on fait? Déjà, ça tourne autour de 2 cépages, Sauvignon blanc, Sauvignon gris. Il reste un poil de sémillon, mais le problème des sémillons, c'est qu'on n'a pas un bon matériel végétal. Ok. C'est-à-dire qu'on paie les pots cassés, en fait, il y a 40 ans de ça, la sélection clonale, elle a été orientée sur le sémillon, sur un paramètre, c'est la productivité. Donc on avait des sémillons qui produisaient beaucoup, mais qui n'avaient aucune typicité. Donc on les a arrachés. Et ce qu'on replante, c'est de la massale. Voilà, donc clone, on a pour les néophytes. Oui. Clonal, massale. Alors clonal. Et après on parlera des avantages et des inconvénients des deux. Le clonal, c'est le principe du clone. Donc vous avez une parcelle de 5000 pieds, ils sont tous jumeaux. C'est une sélection qui a été faite. Donc in vitro, hein. Et après, on a multiplié en fait un même individu, on le multiplie. Et on le multiplie pour des caractéristiques souhaitées. Donc il y a des clones qui sont top aujourd'hui, qui sont calés sur la qualité, l'acidité, voilà. Ça c'est très bien. Le problème de la sélection clonale, dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, elle a été orientée plus sur le volume, la productivité que sur la qualité. Donc il y a des vignes qui ont 20-25 ans aujourd'hui qui ont été plantées, bon ben ça crache, d'accord, mais c'est pas très bon. Et après, l'autre problème du clone, on en revient à l'histoire de la Ferrari et de la Lada, c'est que le clone, un clone donné pour des caractéristiques précises, ça fonctionne que dans des conditions idéales. Et si tu n'as pas la condition idéale, ça ne fonctionne pas.
Alors que la sélection massale, le principe c'est quoi? C'est on va aller sélectionner des individus différents. Donc on sélectionne des bouts de bois, des bourgeons qu'on va greffer un porte-greffe. Et sur une parcelle, tous les individus vont être différents. Et ça veut dire que je vais pas avoir un profil de matériel végétal, je vais en avoir plusieurs. Donc forcément, je vais avoir des réactions aléatoires. Un pied va mieux résister à la sécheresse, l'autre un peu moins. Mais par contre, un pied produira des grappes avec plus d'acidité, l'autre moins. Donc on arrive quand même à des qualités plutôt intéressantes grâce à ça. Voilà. Donc les sémillions, nous, on en a replanté un peu en massale. C'est donc issu de vieux sémillions qui avaient 80 ans. Donc là, l'assemblage aujourd'hui, il tourne autour du Sauvignon blanc et du Sauvignon gris. Voilà. Justement, comment on sélectionne des cépages? Comment tu sais quel cépage, je fais le candide volontairement, mais comment tu sais quel cépage va le mieux s'exprimer sur un terroir? Et comment le meilleur sol donnera le meilleur vin avec le meilleur cépage? Comment tu fais cette sélection-là, toi? En fait, nous, on a bâti la gamme des blancs par rapport à deux profils de sol. Les argiles profondes et les calcaires. Les argiles profondes donnent des vins blancs assez denses, fruités, très plaisants, mais il n'y a pas l'acidité nécessaire pour assurer la garde ou pour assumer un élevage sous bois, barrique ou foudre. Donc ça fait des vins glouglou gourmands, voilà. Qu'on ramasse pas en surmaturité parce qu'autrement on perd vraiment l'acidité et du coup on se retrouve avec des vins lourds. Donc ça c'est les premières parcelles qu'on rentre, c'est ces sauvignons issus des terroirs argileux pour faire nos vins découvertes. Et après, la sélection parcellaire, elle est issue des calcaires. Et on a plusieurs types de calcaires ici dans l'Entre-deux-Mers. On a l'influence des calcaires à Astérie sur la côte de Branne. Donc la côte de Branne, quand vous êtes arrivé de Saint-Émilion, vous êtes pas arrivé de Saint-Émilion aussi. Ouais. Donc vous remontez le village de Branne, et là, toute cette côte-là, c'est la même formation géologique que Saint-Émilion. Ok. C'est-à-dire que vous avez la côte, le coteau d'un côté de Branne, le plateau de Branne et le plateau Saint-Émilion. Il y a deux côtes et après c'est la plaine de Saint-Émilion. Voilà. Les formations géologiques de ces deux points culminants, Saint-Émilion et Branne, c'est la même chose puisqu'en fait il y a 40 millions d'années, c'était un bras de mer. Okay. Donc est venu se déposer sur cette côte des coquillages, ça a formé les calcaires à Astérie. Calcaire à Astérie c'est quoi? C'est une roche calcaire poreuse, très peu dense, avec beaucoup de débris de coquillages qui se sont tassés au fil du temps. Ce calcaire-là, il est intéressant parce qu'en fait, le système racinaire peut y pénétrer dedans. Donc on va aller chercher, déjà, c'est un calcaire spongieux, donc qui garde l'eau. Et puis le calcaire, c'est le minéral qui nous permet, ça c'est de la chimie, le calcaire bloque l'assimilation de la potasse. Et la potasse, c'est l'élément qui fait monter le pH. Donc plus on a de potasse dans les vins, plus on a un pH haut, moins on a un vin acide. Je ne sais pas si tu as la boucle. Si, ok. Donc dans des terroirs argileux, la potasse est assimilée. Dans des terroirs calcaires, le Ca2+, le calcaire, bloque l'assimilation de la potasse. Donc ça, nous, ces calcaires-là, c'est les plus qualitatifs. Et après, on a d'autres calcaires. C'est des calcaires type périgourdin un peu, ou les calcaires qu'on peut avoir dans le sud-ouest, dans le Gers. C'est des calcaires beaucoup plus denses, où là, on a des blocs rocheux, on a de l'argile dessus, et le système racinaire fait que longer. Ouais. Voilà, s'arrête. Donc le calcaire le plus recherché, nous, c'est les calcaires Astérie. C'est là qu'on fait toutes nos sélections parcellaires. Donc on a les fleurs du mal qui sont issues de ça. La cuvée l'éclat, qu'on va goûter après. Et une tout nouveau sortie s'appelle Libre. Donc ça, c'est notre nouvelle cuvée pépite. C'est issu d'une sélection parcellaire sur le village de Nogent, c'est à 5 km ici. Okay. Voilà comment on définit les choses. Après, donc tout est séparé. On n'a pas des cuves, on n'a pas des... Il faut être honnête, le discours. Nos cuves font 140 hectos. Ça veut dire qu'on vinifie dedans à peu près, nous, là, cette année, en blanc, on tourne à 35 hecto-hectares. Bon, très petit rendement. Ça va, ouais. Voilà. Mais normalement, on fait 40-45 hecto-hectares quand tout va bien. Donc on vinifie à peu près 3 hectares dans une cuve. Après, on va s'amuser à aller prendre des parcelles qui ont la même typicité, on les regroupe. Tu fais un assemblage de parcellaires. Ok. Voilà. Pour donner aussi
Une, Ce que t'as envie, une trame Ouais. sur chaque cuve. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc ça, ce que tu goûtes, c'est des sauvignons. C'est des sauvignons blancs qui ont été vendangés il y a à peu près 15 jours. Donc on a commencé le 22 août. Là. Vendangés, donc ça, on a une partie des blancs vendangés main, une partie vendangée machine. Donc ça, c'est vendangé machine. La particularité, nous, sur nos blancs, c'est que pour avoir un profil pur, pareil que sur les rouges, on ne sulfite pas. Contrairement à toute la tendance de l'onologie moderne qui voulait faire des vins hyper protégés de l'oxydation, nous on fait ce que beaucoup de bourguignons font, c'est de l'hyperoxygénation sous le pressoir. Donc nos mous sont bruns, on oxyde tout ce qu'on a à oxyder, tout ce qui n'est pas stable, et après derrière, on vient faire fermenter des mous donc qui ne sont pas clarifiés, pas comme on les clarifiait avant. Avant on clarifiait vraiment. Ouais. C'est des mous assez troubles. Ouais. Ça nous permet d'avoir des aromatiques, moi je dis moins puputes. Ouais. Les trucs qui pètent au nez, là, bon, ok, c'est bien de temps en temps, mais on s'en lasse. Donc des aromatiques plus pures. La signature du cépage, donc pêche, poire. Et après, surtout, le fait d'avoir un peu de trouble, un peu de bourbe, ça fait des vins avec de la mâche. Voilà. C'est des vins blancs, nous, avec toujours un peu d'amertume, quoi. Au moins, ça tient. Voilà. Ça se boit n'importe quand, ça. Ça se boit n'importe quand. Et je pense qu'il faut reboire des entre-deux-mer à un autre moment qu'avec les huîtres. Ouais. J'en ai marre qu'on associe à chaque fois les entre-deux-mer avec les huîtres. C'est sympa, hein, c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, on met pas l'entre-deux-mer sur les blancs à son juste niveau. Avec les calcaires qu'on a, on a des vins avec de la tension, des pH hyper bas. On est capable de faire des associations avec des fromages, avec des viandes blanches, avec des risottos, avec... Voilà. Ouais, bien sûr. Il faut que l'entre-deux-mer quand même garde une dimension vin à table. Reprennent peut-être un peu, entre guillemets, ses lettres de noblesse Ouais. de table. Pas que vin du bassin d'Arcachon. Ouais. Quoi, tiens. Ouais. Non mais c'est cool, il Ouais. en faut, mais il faut autre chose. Ouais, je suis d'accord. S'il te plaît. Très bien. Comme ça fermente. Hein. C'est Ouais, créé bien encore, sûr. Non, mais c'est, tu vois, j'ai souvent bu des, soit des vins tranquilles ou des jus qui étaient déjà dans des phases, tu vois, avancées, Oui. macération et tout. Rarement à ce moment-là, tu vois, vraiment, Ah ouais, là c'est... juste que tu viens de ramasser. C'est du bourru, hein, ce qu'on appelait. Ouais. Mais du coup, tu vois, tu commences à avoir la trame Oui. qui se pointe en acidité et L'acidité, tout. tu l'as. Tu l'as. Et par contre, t'es sur toujours un jus de raisin. Oui, c'est ça. Que ouais, sucré, ouais, et du coup c'est vachement. Voilà. Si tu veux comparer, on a des cuves. Ça, c'est une cuve sèche. Sèche, ça veut dire que tous les sucres ont été transformés en alcool. Ça, c'est un Sauvignon gris, Ok. par contre. Sur le terroir argileux. Merci. Donc là, à ce stade-là, il n'y a plus de sucre. Ok. Et là, maintenant, on va commencer la phase d'élevage sur nos blancs. Pareil, on est autorisé à mettre nos blancs en bouteille au mois de décembre. Nous, on fait nos premières mises sur nos entrées de gamme au mois de mars. Mars-avril. Pourquoi? Parce qu'on fait des élevages sur lit, beaucoup plus longs que la normale. Ouais. Et cet élevage sur lit, c'est ce qui va permettre de construire, d'apporter un peu de gras et de milieu de bouche. De sortir de la dimension vin glouglou d'apéro et de le faire rentrer sur des Sur vins les un peu tables. plus Ouais, bien consistants. sûr. Ouais. On y Bon, est. C'est ouais. vrai que tu rajouteras à l'élevage qui va Oui. lui donner un peu Densifier plus un de, peu. ouais, un peu plus de corps et puis. Mais tu as la trame, tu as cette acidité, vraiment. Tu vois la différence? Ouais. Ouais. Impressionnant. Voilà, et si tu veux qu'on goûte des barriques. Donc ces raisins-là sont ramassés main, vendangés main, pressurage grappe entière. Alors la grappe, ça va apporter de l'amertume et de la structure. Comme c'est des vins qu'on veut de garde, on en a besoin. Et après, fermentation et élevage en barrique. Pas des barriques neuves. Toujours souvent des barriques qui ont déjà connu un vin. Le problème de la barrique sur les sauvignons, c'est que ça les alourdit, ça les couvre. Alors que les vieilles barriques, on garde les barriques 5 ou 6 ans, elles viennent juste apporter structure. Ça soutient le squelette du vin.
mais ça aromatise pas. Et elles viennent d'où tes barriques? Alors, de chez le tonnelier. Non, on travaille avec principalement 2 tonneliers. Un local, tonnellerie Baron. Super barrique, donc c'est un tonnelier qui nous fait des barriques très peu chauffées. On ne veut pas les toaster. Pour pas avoir l'apport boisé, vanillé. Ouais, bien sûr. On ne veut pas tomber là-dessus, donc bois blanc. Et après, on travaille avec Stockinger, qui est un peu la référence sur les élevages en blanc, qui n'est pas une autre tonnellerie française, tonnellerie qui nous vient de l'Est, mais par contre qui a un savoir-faire vraiment sur les bois surtout. Ok. Donc ça, c'est les sauvignons ramassés le 22, premier jour de vendange. Ça va fermenter, donc ça, c'est pas levuré, hein, levure indigène. Ça va mettre du temps. Et juste, tu vas comparer avec un autre lot de sauvignons. Là, on a la trame vraiment fraîche, poire. Ouais. Et là, on va être plus sur du fruit blanc péchu. Pêche blanche, pêche de vigne. Ça, c'est vraiment des sauvignons sur une parcelle qu'on ramasse en dernier, quoi. Ah ouais. Tu peux passer, Ludo. Passe. Allez-y, alors, aucun problème. Tout le monde travaille. Ça, c'est pêche de vigne. Complet. C'est fou là. La sucrosité que tu peux garder là-dessus, alors que là, tu as une trame d'acidité droit comme la justice, quoi. Ça, c'est ramassé volontairement à surmaturité pour apporter une aromatique péchue. Ok. Et ça, c'est ramassé vraiment pile poil. Là, c'est le pH qui dicte la date de récolte. Donc, on a des pH relativement bas pour assurer vraiment le squelette du vin. Et toi, tu assembles après en Et fonction. après, on assemble. Ok. Voilà. En goûtant. Tout au nez, quoi. Ou à la bouche. Toutes les barriques, ouais. Toutes les barriques sont dégustées. Et en fonction, on les classe pour respecter le style, soit libre, soit éclat. Ok. Voilà. Le miel de l'amour qu'on boit jusqu'à se griser. On va goûter 3 vins. 3 rouges qui nous définissent aujourd'hui. Et un blanc s'ils m'en ont foutu au frais. Bon, du coup, la gamme elle est super large chez nous. 25 références à peu près. Donc on a gardé deux univers. Pour faire simple. La notion de classique revisité. Donc qu'est-ce que doit être Bordeaux sous sa forme assemblage. Dans des assemblages avec des élevages que nous on pense plus respectueux de la matrice de base de le vin. Donc des élevages en cuve béton, en foudre, moins de barriques. Voilà. Plus de fraîcheur, plus de fruits. Ça, c'est le premier onglet. Donc, ça, c'est des cuvées. C'est souvent les noms de châteaux qu'on produit donc, dans l'entre-deux-mer, à Saint-Émilion ou à Fronsac. Et après, le deuxième axe, sur lequel là, on s'épanouit, je pense, vraiment, et on se développe. Et en termes d'image, je pense qu'on existe grâce à ça. C'est la partie atelier, ce qu'on appelle l'atelier Hugues Laborde, où là, c'est beaucoup de monocépages, beaucoup de sélection parcellaire, avec des gammes de prix hyper larges, de 7,50 la bouteille jusqu'à 30 € la bouteille. Voilà. Ça, c'est un peu notre univers à nous. Donc là, ce que tu goûtes, on va goûter 3 rouges, on goûtera un blanc après. On goûte 3 rouges dans l'univers atelier Hugues Laborde. Donc 3 monocépages au final. Ça, c'est un 100% Malbec. Bon, ou verrière, ça. Donc ça, c'est des Malbecs sur argilo-calcaire, vendangés, vinifiés en cuve béton, brut. 1 an d'élevage en cuve béton, pas de bois. C'est frais. C'est frais. Il y a l'identité du Malbec. On Ouais. sent que c'est du Malbec. Ah ouais, t'as tous les marqueurs, mais. Tu as tous les marqueurs, mais ouais, ça prend pas, c'est plutôt long et c'est pas forcément massif en bouche. Ouais. Voilà. C'est un beau jus de raisin. C'est un beau jus de raisin. Oui, Ouais. non, mais ça n'a que ça comme ambition. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, mais dans le fait de redonner goût au vin de Bordeaux, en fait, il faut des vins à boire, quoi. Tu es dans un bar à vin, tu manges 3 tapas, tu bois ça. Ouais. Il
n'y a pas trop de sucrosité, c'est pas lourd, il n'y a pas trop de tanin. T'es pas en train de te faire un accord de l'enfer pour pouvoir... Oui. Après que je t'avoue, du coup, à 10h, ça passe bien. Ouais. Ah, si on aurait dû prévoir le casse-croûte, c'est moi qui ai merdé. Je vous garantis qu'on se fait des beaux casse-croûtes. Faut pas faire une analyse de sang après les vendanges. Là, le gamin GT, t'es baisé. Les gamins, le cholestérol surtout. C'est le cholestérol le problème. 100% Cabernet Franc sur un terroir argileux. Donc c'est pas notre haut de gamme. Ce qu'on va goûter à midi, c'est l'instant H. Ou là, c'est une sélection parcellaire sur des calcaires. Ça, c'est nos, on va dire, c'est nos terroirs juteux. Donc c'est Cabernet Franc qu'on ramasse, vinifié cuve béton, comme le Malbec, élevage cuve béton. Amphore béton, tu vas avoir une micro-oxygénation qui va se faire, du coup qui va apporter quoi à ton vin? Alors le vin évolue, c'est pour avoir l'image simple. L'inox, c'est les boîtes de conserve. Donc c'est un très bon matériau pour conserver. Et dans la partie élevage, c'est un matériel donc, inerte, il n'y a pas d'échange, c'est pas poreux. Donc effectivement, quand on travaille avec des vins en inox, on va toujours chercher la réduction. Donc la réduction, c'est quoi? C'est le côté un peu fermé, fumé qu'on peut avoir silex, pierre à fusil sur des blancs. Ça, c'est le côté clos qui apporte ça. Sur les rouges, moi, ça me dérange un peu, l'inox. Parce qu'on est à Bordeaux et qu'on ne travaille pas. On va goûter, je vais te faire goûter après ça, notre gamay à nous. C'est un merlot sur un profil hyper light, juteux, mais ça reste du merlot. Et le merlot, c'est un cépage, et le cabernet franc encore plus, c'est un cépage quand même avec de la structure et des tanins. Et on a besoin d'élever ces tanins. Pourquoi? Parce que sortie fermentation, les tanins, ils sont trop bruts. Donc Bordeaux, ce sont des vins d'élevage. Quand on me dit qu'on sort un Bordeaux 5 mois après cuvaison, donc là, on a les mecs qui mettent en bouteille au mois de juillet le millésime 2025, je veux dire, après, il ne faut pas s'étonner que les mecs disent « Ah putain, c'est un peu dur, c'est asséchant, c'est âpre ». C'est normal, le process, il n'est pas terminé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc même sur des profils juteux comme ça, il faut élever. Nous, on s'est fixé la règle de 1 an d'élevage. Et le matériau qui nous intéresse le plus, c'est les matériaux poreux, comme la cuve béton. Parce que la cuve béton, il y a un échange. En fait, c'est les cuves béton pas repeintes à l'intérieur, hein, en brut. En fait, on revient à ce qui se faisait autrefois, quoi. On a pété toutes les cuves béton pour de l'inox parce que c'est plus facile, on nettoie ça plus rapidement. Facile, ouais. Mais le béton, l'avantage, c'est que c'est un matériau poreux, donc on a un échange qui va se faire, oxygène qui va rentrer dans le vin, et cet oxygène-là, c'est de la chimie, hein, va venir polir les tanins du vin, et enlever le côté parfois un peu amer, asséchant, serré qu'on peut avoir sur des vins jeunes. Voilà. Alors après, si c'est trop asséchant et trop tannique, c'est qu'on a merdé soit sur la date de récolte, soit sur les extractions. Mais ça, cette période d'élevage, elle est essentielle dans un matériau où il y a de l'échange. Donc soit la barrique, soit le foudre, nous on a beaucoup de foudre, et soit la cuve béton. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de ces formats plus ou moins poreux, il y a aussi du coup la forme. Tu parles de foudre et de barrique, donc on va toujours retrouver ce bois qui va laisser passer un peu d'air, mais ton vin, du coup, il se balade, ou en tout cas, il va vivre pas de la même manière dans son contenant. Le contenant, la forme, ça va avoir un effet sur les lits. Plus on a un contenant rond ou ovoïde, et moins, et ça, alors là, c'est factuel, hein. Je rentre pas, moi, dans... Je suis pas un ayatollah de la force des astres sur ce qu'on fout. Sur ce qu'on fout en cuve. Par contre, il y a un principe, c'est de la mécanique des fluides, hein. C'est lié à la pression atmosphérique et à la forme de ton contenant. C'est que sur un contenant ovale, on a une mise en suspension des lits qui est perpétuelle. Qui circule. Et les lits, c'est quoi? Sur des blancs, sur des rouges, c'est des matières issues de la dégradation des parois des levures. Et les parois des levures, c'est quoi? C'est des polysaccharides. Les polysaccharides, ça apporte quoi? De la sucrosité. Donc plus ton vin, plus tes lits sont en mouvement, c'est pour ça, l'acte, on appelle ça le bâtonnage. Ouais, bien sûr. Plus tes lits sont en mouvement dans ton vin, plus on va apporter un côté onctueux et du milieu de bouche. Et c'est pareil sur les rouges. C'est-à-dire que ce côté onctueux pour venir un peu casser des tanins ou des structures un peu trop présentes, ben on a besoin
d'élever les vins sur lit un petit peu, pour apporter un petit peu d'onctuosité. Et la forme des foudres, c'est top pour ça. C'est-à-dire que sur un foudre, si on regarde la turbidité, c'est-à-dire le trouble qu'il y a dans le vin, dans un foudre, la turbidité sera toujours plus élevée que dans le même vin, mais mis dans un cylindre en inox. Là, ça va déposer. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le Cabernet Franc. T'es en train de me réconcilier avec le Cap Franc. Je te le dis, hein. Je t'avais dit, il y avait... À midi, on va en goûter un bon. Non, enfin, normalement, j'espère qu'on va pas se tromper. Et après, on goûte. Nu comme un verre. Nu comme un verre, ça fait partie de notre identité. Ça a commencé par des essais. Pas forcément concluants. Ah ouais? Alors, c'est un vin. J'aime pas la notion de vin de nature parce qu'on essaye toujours de mettre dans une case. Et alors, les mecs ils me disent, mais t'es pas nature parce que t'es pas bio. C'est sûr, effectivement. Mais la définition des vins de nature, de facto, si on pousse à l'extrême, c'est il faut rien faire de la vigne jusqu'au chai. Ouais. Celui qui fait rien à la vigne, il ramasse pas de raisin. Ouais, on est d'accord. Voilà. Donc il faut un minimum d'intervention humaine parce que autrement le pied de vigne, il n'est pas voué à produire des grappes. Du moins, pas les pieds de vigne qu'on a en Europe. Du coup, ça c'est un vin où, pendant la partie vinif, on a 0 intrant. 0 intrant. Donc ça c'est Merlot. C'est une définition du Merlot qu'on n'a pas forcément l'habitude, qu'on n'a pas à Bordeaux. C'est la cuvée qu'on vend le plus, c'est le canon facile. C'est du Merlot en macération, donc en fait on fait du mar immergé, on remplit la cuve, 0 intervention, ça infuse, on a 1 mois et demi de macération, les sucres sont bouffés petit à petit, la malo se fait en même temps, ça tombe à peu près bien, la nature est bien faite. La malo se fait, les sucres se terminent, des fois on a un peu de volatile. Mais par contre, ça, comme il n'y a pas d'intervention mécanique, on n'a pas d'extraction de tanin, tu vas voir, ouais. On n'a pas d'extraction de tanin, il y a le côté juteux, et c'est tout. Voilà. Il y a 0 soufre, et après ça fait 8 à 10 mois d'élevage en cuve béton. Jus, Merlot, c'est-à-dire que tu retrouves... C'est juteux. C'est juteux. T'as ce qu'il faut d'amertume. Ça tient le vin, tu vois, c'est pas des... Là, ça fait partie des 3 vins, c'est pas des sélections parcellaires, c'est pas des hauts de gamme chez nous. C'est des vins qu'on produit pour que les gens les boivent. C'est des vins de bar à vin, c'est des vins, tu vois, t'en ouvres 4, oui. On est 2. De chacun. Bah, moi j'ai 2 mains, hein, donc je sais pas comment t'es. Mais... Non mais c'est ça, c'est des... Là, c'est pour mettre en avant le fait qu'à Bordeaux, on est capable de sortir de l'assemblage traditionnel, de la surmaturité, des staves, tu vois, du côté chaleureux sucrant de la barrique, et qu'on peut faire quelque chose de hyper juteux. Voilà. Tu vois, en baissant les yeux, du coup, je tombe sur ton voltage. Eh ben, comme quoi, tu vois, des tanins plus présents te donnent une impression d'un vin beaucoup plus chargé en alcool, alors que pas du tout. Tu vois, le Cap Franc, je vois qu'il est à 14 chevaux juste avant. On est d'accord que 14 chevaux, oui, en choisissant le moment où tu as envoyé les prélèvements, mais 14 chevaux, il a une buvabilité qui est incroyable. Parce qu'il y a la fraîcheur à côté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qu'il y a la maîtrise de l'extraction. Ouais. Si la même trame, parce que je veux dire, le sucre, le taux de sucre et donc l'alcool, c'est Dame Nature qui définit. Nous, on intervient sur l'extraction et la date de récolte. La date de récolte, elle va définir mon niveau d'acidité en fonction du terroir. Et après, l'extraction, c'est qu'est-ce qu'on va faire en cuve. Est-ce qu'on va vouloir extraire beaucoup de tanin ou pas? Si tu es maîtrisé là-dessus, tu as des vins équilibrés. Ouais. Même à 14 degrés, oui. Ouais. Voilà. Et parce que malheureusement, on reste quand même dans le sud-ouest à Bordeaux, une région ensoleillée, et heureusement d'ailleurs, au mois d'août. Et au mois d'août, on dit toujours c'est le mois d'août qui fait le vin. Nous, il fait beau au mois d'août. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, mais ça va devenir un sujet. Oui. Dans les années à venir, les vendanges
et ces maturités qui font que je pense que là, depuis 4 ans, toutes les régions de France ont vu leur date de vendange s'avancer. Oui. Jusqu'à un mois et demi avant. Qui quand même paraît énorme sur 12 mois calendaires. Oui. Et donc avec aussi, je repense au vin de nos parents, qui faisait 10,5, 11 chevaux maximum. C'est vrai qu'ils en buvaient aussi, du coup, beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et à n'importe quel moment, même à l'école apparemment. Mais tout ça pour dire que on va commencer aussi à avoir des raisins de plus en plus chargés. Oui. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme possibilité d'évolution, comme tour de passe-passe ou de magie possible pour essayer quand même de garder une fraîcheur possible, une fraîcheur. Alors moi, je pense qu'il y aura demain dans l'équilibre des vins, mais l'équilibre, c'est pas un paramètre, c'est subjectif. Il y aura des signatures qui ressortiront et des manières de faire, des itinéraires techniques. Ça fait du bruit? Ah oui, mais c'est la Minipelle. C'est la Minipelle, je pense. Ouais. Désolé. Il y aura des manières de faire et des itinéraires techniques qui favoriseront l'équilibre des vins. Le travail des sols, l'enracinement, est-ce que moi, j'ai un enracinement superficiel ou est-ce que j'ai un enracinement en profondeur? S'il est en profondeur, il va chercher le calcaire, donc il y aura plus de fraîcheur. Bon. Ça c'est à nous de nous adapter. Les hauteurs de palissage, moins de feuilles. Le pied, c'est une usine à sucre, un pied de vigne. Plus on réduit la hauteur foliaire, et moins on a de sucre. Ouais. Voilà. Donc le truc de demain, nous, on aura un impact là-dessus. Et ça, je pense que la nouvelle génération, techniquement, le fait qu'on ait voyagé, qu'on ait vu des pays déjà où il y avait ces problématiques-là, je pense qu'on sait faire. Le problème demain, c'est qu'on nous demande d'un côté de faire des vins à petit degré et à l'inverse, on a un changement climatique qui nous pousse à faire des raisins avec du sucre, donc des degrés élevés. Il y a un vrai... Sans langue de bois, il y a un vrai débat autour de l'irrigation, surtout sur le sud de la France, alors pas à Bordeaux, pas encore. Les années comme 2025, ça reste extrême pour le moment. Mais par contre, le sud de la France, souffre de cette sécheresse, du manque d'eau. Et donc demain, forcément, si on veut produire des vins digestes et buvables avec des petits degrés, il faudra forcément se poser la question de l'irrigation. Ouais. C'est une question, l'irrigation, qui a quand même été... En France, c'est tabou. En Argentine, tout est irrigué au goutte à goutte. En Italie, c'est irrigué. En Espagne, c'est irrigué. Soit on choisit de faire des vins élitistes que dans les gros terroirs, et ça il faut l'expliquer à la filière. Il faut dire à 70% de la filière vous allez crever, parce que vous allez faire un produit qui ne correspond pas à ce que la société demande. Soit on dit à ces 70% là, dont nous faisons partie, parce qu'on n'a pas que des grands terroirs, bon, mais techniquement on va essayer de faire évoluer les choses, ou pas, mais au moins on va poser le sujet sur la table. Ouais. Quand le sud de la France cette année dit si on n'a pas d'eau on va crever, c'est vrai. Il n'y aura plus de vignes dans le Minervois et dans le Languedoc dans très peu de temps. Ouais. Très peu de temps. Allez voir Bizel, demandez-lui s'il est content des rendements de ces 5 dernières années. Ouais. Je pense pas. Quand il fait 40 degrés pendant 2 mois qu'il n'y a pas une goutte d'eau, compliqué. Et après, on pose la question aussi de est-ce que la vigne a sa place encore demain dans ces endroits-là? Ouais. Est-ce que la vigne, comme toute production agricole depuis le départ de l'agriculture en Mésopotamie, est-ce qu'elle n'a pas vocation à évoluer et à monter au nord? Ouais. Il se plantent des vignes en pagaille au Royaume-Uni. Ouais. C'est les grandes maisons de champagne qui vont planter là-bas, dans le sud du Royaume-Uni, parce qu'on sait qu'il y a des calcaires crayeux de dingue, et on sait très bien que demain on pourra faire du vin. Même en Bretagne, on fera du vin. Ah mais c'est pas même, ils en font déjà. Ils en font déjà, mais on en fera de manière... Oui, bien sûr. Et tu auras les mêmes veines granitiques que celles que tu retrouves à d'autres endroits. Voilà. Après, on verra si les Bretons font la même connerie que partout. Est-ce qu'ils mettront en AOP? Est-ce qu'ils se mettront des bâtons dans les roues? Ça, mais je crois que le peuple breton est assez libre d'esprit pour dire laissez-nous faire et puis on fait chacun notre truc. Oui. Mais bon, après, entre du melon de Bourgogne et du chardot, on mettra aussi du chardot. On n'est pas complètement con non plus. Non.
Mais ouais, non, tu parles de ça, mais les degrés, nous, c'est l'eau, quoi. Ouais. C'est le rapport sucre-eau qu'on a dans des baies. Là, on ramasse des merlots qui font 14,5, on le sait. Ouais. C'est mûr, c'est super bon. Mais, donc c'est super bon, pour le connaisseur, c'est top. On va faire des vins équilibrés cette année, parce qu'on a géré la date de récolte, les terroirs, on a du calcaire, les pH vont être bons. Mais j'ai une partie de la société, ou du moins l'administrateur, et le moraliste, et l'hygiéniste qui me dit, mais putain, t'es en train de tuer les gens à faire des vins à 14 degrés. C'est pas moi qui le décide. Hein. Voilà. Après, si t'écris Marsala... Oui. Donc ça, c'est 23. 2023. Sauvignon blanc et gris, 10% de ces millions. Tout vendange à la main. C'est ces millions qui te donnent cette fin de bouche là? Ou pas? Comment tu l'as défini, la fin de bouche? T'as une sucrosité... Oui. C'est gras. Ouais. Mais alors que, putain, tu prends un Sauvignon pleine tronche au départ. Après, c'est le millésime aussi. Ok. 23. 23. 23, ouais. C'est mûr. Ouais. C'est comme 25. Enfin, c'est comme 25. Non, c'est un cran en dessous. 25, ça va être encore plus mûr. Mais 23, ça reste généreux comme millésime. Et donc, tu as ce côté rond, pour mettre mon simple, tu vois. Ouais, ce côté rond, et tu finis sur une finale longue et fraîche, parce que tu retrouves le calcaire. Ouais. Ça fait 13,5. Quand même. Quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. On les boit où, ces vins? Partout. On les boit en France, à l'étranger. Allez, pour 2 chiffres, nous, c'est 20% de la production à l'étranger. Ok. Pour l'instant, on veut monter, mais 80% consommé ici en France. Notre clientèle, bien évidemment, on a toujours la clientèle historique qui s'attend à plus garder l'identité classique revisitée. Et je suis très content parce que d'une chose, ça c'est important à dire, c'est que le buveur de Bordeaux traditionnel, Bois tes vins. oui, et est content de manière globale de l'évolution qu'on a pris à Bordeaux, certains d'entre nous, sur la fraîcheur, moins d'élevage sous bois. Voilà. On peut faire des vins denses à Bordeaux, structurés, sans bois. Ouais. Il faut juste ramasser mûr, c'est tout. Donc du coup, on a toujours une partie de la clientèle particulière qui déguste les vins issus d'assemblage avec des élevages plutôt longs. Et après, sur toute cette gamme-là, on est facilement trouvable dans cavistes, bar à vin de centre-ville, brasserie, restauration. Et en fait, on s'adresse vraiment à des mecs, des filles de notre âge qui consomment du vin déjà. On veut les faire revenir sur Bordeaux. Et après, aussi aux gens qui ne connaissent pas le vin, on a une vraie approche, on travaille avec beaucoup de cavistes pour essayer de redonner un petit peu un peu de pédagogie. De pédagogie et d'expliquer que les vins, c'est pas forcément lourd, c'est pas forcément opulent, c'est pas forcément trop tannique. Tu aurais un vigneron ou un domaine là à nous conseiller? Ici, dans la région? Pas forcément. Quelqu'un à qui tu penses, où tu te dis, bah tiens, ce serait cool d'aller tourner avec lui, ou simplement, ce serait cool que des gens qui suivent le compte goûtent leur vin. Moi, je pense que si on en a parlé tout à l'heure, c'est pas parce qu'on en a parlé, mais je suis obligé d'aller de me rapprocher de mon sud-ouest natal. J'aurais des noms, soit à Nirouléguy, parce que je pense que c'est une région qui fait des blancs divins. À Jurançon, j'adore, beaucoup. Mais là, parce que je pense qu'on est amis et que je le respecte énormément, je conseillerais Antoine Véry, qui a repris les rênes de Montus. Et ce qui est intéressant avec Antoine, c'est que nous, on est parti d'une feuille blanche. Donc on a défini nos styles de vin et nos packaging en fonction de ce qu'on voulait faire. Antoine a modernisé un profil de vin, en respectant l'identité, en gardant le packaging historique
de Montus. Je trouve intéressant de discuter avec lui parce qu'il y a un gap énorme entre la tire fait il y a 20 ans et la tire 2018, Ouais. qui est d'une finesse remarquable sur un Tanat qui est un cépage hyper compliqué à travailler. Donc je pense que oui. Allez voir Antoine Véry. Je pense que c'est un des meilleurs ambassadeurs du Sud-Ouest, je pense. Je pense qu'il fait du bien. Très bien, on va lui écrire. Et donc, on dira à notre communauté de boire du Montus. Oui. Après, s'il y a un off, famille Clément à Mentou Salon. Oui, PA, Pierre-Alexandre, Ouais. des blancs remarquables, très très bon. vraiment. Ça, c'est c'est ma petite quille de Ah ouais. bar, Ouais. tu vois, Ça, c'est un petit super bar. bon. Ah si, putain. Valentin Desloges, en Touraine. Ok. Allez voir ce mec. C'est un frappadingue. Alors, il y a passion et après il y a dévotion aussi. Je pense que c'est un technicien. Alors lui par contre avec une vision de l'agriculture très très précise, mais des blancs remarquables. Très très bon. Domaine des 4 piliers. Ça c'est super bon. Après il y en a d'autres. J'ai des bouteilles qui m'ont marqué, des grands noms, des grosses quilles. Autant sur des grands crus ici. Moi je suis ici. Je suis confiant. Je prends des claques sur les vieux Bordeaux. Voilà. C'est là que je me dis que Bordeaux, ça reste quand même. C'est la région viticole où il y a un historique. L'historique en France, le passif le plus important, c'est que quand tu goûtes des gros millésimes de Bordeaux faits dans les années 70-80, avec des merlots sur la rive droite, des Larcis qui titrent à 12,5 et qui tiennent encore, ça veut bien dire qu'il y a quand même des vrais terroirs. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'émeut aujourd'hui quand on parle soit de ton travail à la vigne, soit de ton vin? Alors, ça serait trop simple de dire que quand les gens... Oui, maintenant, ça me fait du bien quand les gens me disent qu'on fait bon. Quand les gens me disent qu'ils avaient des a priori sur Bordeaux et qu'ils reviennent. Des gens qui connaissent le vin. Des jeunes qui dégustent, qui se passionnent pour d'autres régions, pas forcément pour Bordeaux. Ça me fait du bien. Ce qui m'émeut beaucoup, et je pense que ça c'est plus ça, moi, la quête, c'est la reconnaissance de mes pairs, hein, de la filière et des gens qui, pour moi, comptent ici à Bordeaux, la reconnaissance du combat mené et du chemin parcouru. Voilà, ça fait 8 ans. Un projet comme le nôtre, c'est jour et nuit, c'est fatigant. Et il faut toujours trouver le positif là-dedans. Moi, je le trouve. On n'est pas tous égaux là-dessus, mais moi, je trouve toujours du positif dans tout. Et ce qui me fait du bien, c'est la reconnaissance, je le vois. Les gens les vrais vignerons de la région, parce qu'il y en a, y compris dans des grands crus classés, qui se disent putain, il sort de nulle part. Il y a 8 ans, au Méro, personne ne connaissait. Aujourd'hui, c'est sur les tables des restos, des jolis restos, c'est chez les cavistes, c'est dynamique. Les jeunes en boivent, les vieux en boivent. Ça me... Voilà. Ça m'émeut. Je ne vais pas verser la larme. Je ne suis pas trop comme ça. Mais si, ce qui me touche, c'est la reconnaissance des gens d'ici. Parce que je ne serai jamais d'ici. Je serai toujours le Petit Gersois. Mais par contre, mais le Petit Gersois qui se bagarre pour un territoire, je trouve tellement injuste ce qui se passe à Bordeaux. Vraiment, pour la nouvelle génération, c'est tellement injuste de vignerons, parce qu'il y a des mecs qui travaillent super bien, que moi, parce qu'on est très dynamique et qu'il se trouve qu'on a une image plutôt positive, quand les gens se disent « Putain, c'est bien, il y a du travail derrière, et il est un peu fou, mais au moins ça porte ses fruits », ça me fait du bien. Mais la reconnaissance des gens d'ici, ouais, ça me... Quand les gens disent « Putain, ils se bougent pour le territoire », on revient à la notion de paysan, tu vois. Ouais. Moi, je me gars bouge du pays. Voilà. T'es peut-être Gersois, mais t'es un gars du pays. Voilà. Donc, on a fait venir des mecs très dynamiques là, sur les réseaux, il n'y a pas longtemps, qui sont venus très gentiment mettre en avant le territoire.
Et quand ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux pas mettre en avant que la propriété? Je dis, parce que la propriété, elle est dans le territoire. Il faut mettre en avant les gens, les produits qui en sortent, la gastronomie, le mode de vie, la culture. Quand les gens te disent, putain, merci pour ce que tu as fait, ça me touche. Le vin, après, est-ce qu'il est meilleur que le voisin? Moi, ça, après, c'est le concours de quéquette. Voilà. Eh ben merci. Mais de rien. Merci d'être pour venu ton surtout. Ouais, de rien. Et moi j'étais partie et ça